Oui, bonjour. Je vais vous faire distribuer la copie des textes juridiques applicables à ce nouveau schéma. Attention. À ce nouveau schéma d'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires. Donc le premier document, c'est bien sûr l'article 101 de la loi du 25 mars 2009, également appelée loi Moll, qui a été suivi par un décret d'application du 30 décembre 2009, d'un arrêté du 12 avril 2010 qui explique comment le dossier d'agrément doit être présenté en préfecture, et enfin, je dirais presque et surtout, par la circulaire du 26 novembre 2010 qui clarifie effectivement toute cette question. You want me to stand? For future generations, I will stand up. Thank you. Donc, comme je le disais, et comme vous l'avez déjà bien sûr compris, ce système établi par l'article 101 de la loi de 2009 est une petite révolution dans le landerneau de l'habitation, d'une façon générale, dans la mesure où, bien évidemment, il s'agit d'un système dérogatoire à tout texte législatif préexistant et notamment à la loi de 89 sur les baux d'habitation. L'élément essentiel étant que les résidents temporaires mis en place dans les locaux vacants ne bénéficient d'aucun des droits usuellement attachés aux baux d'habitation et à l'habitation en général. C'est un système dérogatoire et, comme vous le verrez au 5e alinéa de l'article 101, c'est l'élément principal que je retrouve. L'arrivée au terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées, c'est-à-dire prévues à la Convention, cette arrivée au terme du contrat déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toute disposition en vigueur, notamment celle, etc., de la loi de 89 en particulier. C'est-à-dire que ce système, bien sûr, est un peu révolutionnaire par rapport à la mentalité française usuelle, et c'est ce qui présente tout son intérêt. Donc le système consiste à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par leur occupation par des résidents temporaires, ce qui permet, on l'a déjà dit, d'établir un contrat de résidence temporaire d'une durée minimum de 3 mois avec les résidents temporaires, maximum 18 mois, pour une redevance mensuelle maximum de 200 €, charges comprises, ce qui est très faible bien sûr pour le résident temporaire. Les résidents temporaires sont bien sûr sélectionnés et triés sur le volet. C'est la sécurité de tout le monde, tant des propriétaires que de Kaamelott, il va sans dire. Ce qui leur donne accès à un espace de vie dans le local vacant, quelle que soit sa destination, sa nature initiale, que ce soit des bureaux, on l'a dit, des entrepôts, des locaux d'habitation, un château, propriété privée, etc. Bien évidemment, cette occupation temporaire ne change pas la destination initiale des locaux, c'est-à-dire si ce sont des locaux d'activité, des locaux commerciaux, ils conservent leur destination première. Cette mise en place des résidents temporaires ne modifie pas cette destination, ce qui est très intéressant, bien sûr. Ce dispositif, je l'ai déjà dit, est bien sûr dérogatoire et permet une occupation temporaire, nous l'avons dit, entre 3 et 18 mois pour les résidents. Il est à préciser que ce système est un système qui a été mis en place à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013. Le moment est donc choisi de le mettre en œuvre, comme le propose Kaamelott, s'il va sans dire. Ce dispositif dérogatoire, donc, s'applique à tout type de bureau et requiert, pour être mis en place,
que le propriétaire, bien sûr, du local vacant charge par contrat un organisme public ou privé, en l'espèce Camelot, de protéger et de préserver le local par mise à disposition pour une certaine durée, avec engagement donc de Camelot, de le rendre à son propriétaire, libre de toute occupation, à l'échéance du contrat ou à la suite de la survenance d'un des événements prévus. Les événements prévus, c'est en général effectivement lorsque le propriétaire décide de la réaffectation de son local, que ce soit une démolition, que ce soit une relocation, que ce soit une cession, une réhabilitation, etc. C'est prévu d'avance dans la convention. Au moment où le propriétaire décide de réaliser le projet définitif qu'il veut mettre en œuvre, il en prévient l'organisme chargé de la gestion de l'immeuble, c'est-à-dire Camelot, et Camelot à ce moment-là donne congé aux résidents temporaires. Je crois que ça a été dit, le préavis est de 1 mois pour les résidents temporaires. Le contrat de résidence temporaire étant d'un minimum de 3 mois, au-delà de cette durée de base, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois. C'est ce que précise, c'est pour ça que j'insistais dessus tout à l'heure, c'est ce que précise la circulaire de la fin 2010, le texte initial étant un petit peu vague à ce sujet. Cette circulaire était la bienvenue. Pour la mise en œuvre de ce dispositif, bien sûr, il faudra obtenir de la préfecture locale où se trouve, enfin de la région, de l'endroit où se trouve le local, un agrément préalable. Il faudra bien sûr, si besoin est, que les travaux d'aménagement éventuellement requis pour aménager un lieu de vie décent pour les résidents, que ces travaux soient faits par le propriétaire. Installation de douche, d'un coin cuisine, si jamais ce n'était pas prévu. Si bien sûr c'est un local, à l'origine un local d'habitation, en général tout est déjà installé. Ensuite, le propriétaire définit avec Camelot les zones et les locaux auxquels les résidents auront accès, c'est-à-dire que les zones, puisque bien évidemment dans un grand bâtiment, si on met 10 ou 15 résidents, ils ne vont pas pouvoir courir partout à travers le bâtiment. On va isoler des zones qui seront donc fermées, et ils auront des zones spécifiquement affectées, dont notamment leur lieu de vie privatif, et les zones de nourriture, de soins de toilettes, etc. Les locaux accessibles seront définis, sécurisés, de façon effectivement que par leur présence, ils empêchent toute intrusion ou tout squat, ce qui bien sûr est le but de l'opération. L'organisme chargé de la protection, c'est-à-dire Camelot en l'espèce, se charge ensuite, donc une fois ce contrat passé entre le propriétaire et Camelot, Camelot se charge d'identifier et de sélectionner les candidats résidents temporaires, en recherchant bien sûr des gens présentant des qualités appropriées, de sérieux, etc., en vue de leur installation dans le local. Bien évidemment, Camelot s'attache à vérifier la stabilité des personnes à choisir, s'assure qu'ils disposent par ailleurs d'un domicile principal, comme nous l'avons, je crois, évoqué tout à l'heure. Souvent, les résidents temporaires sont des jeunes, des étudiants, des jeunes en formation, des jeunes en début professionnel, et qui donc ont en général encore une famille derrière eux qui peut leur assurer ce domicile stable, de principal, et éventuellement la recherche bien sûr de garants, de façon à ce que Camelot puisse choisir des résidents sérieux, qui ne vont pas faire d'histoire et qui accepteront le schéma, qui accepteront effectivement de partir le moment venu. Camelot donc, une fois sélectionné ces résidents temporaires, va passer une convention de résidence temporaire avec eux. Nous l'avons dit, 3 mois minimum, 18 mois maximum. Camelot les installera dans les lieux une fois que les travaux auront été réalisés, et Camelot s'occupera de gérer, de surveiller et de suivre ces résidents temporaires, comme nous l'avons vu sur le petit film tout à l'heure, avec des visites régulières pour s'assurer que tout se passe bien. Bien évidemment, je crois qu'il y en a un modèle sur le mur, j'ai vu ça tout à l'heure. Un règlement intérieur est établi pour chaque immeuble de façon à définir plus précisément les règles de vie, les règles de fonctionnement de l'immeuble. Et Camelot, bien sûr, veille à ce que les résidents temporaires suivent et respectent ces dispositions. Si jamais il y a une difficulté, le résident est remercié et il est remplacé par quelqu'un d'autre.
Enfin, Camelot s'assure et veille à ce que les résidents temporaires quittent les lieux le moment venu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, après une durée minimum de 3 mois, ce qui est quand même très bref. Le contrat de résidence temporaire peut être résilié à tout moment avec un préavis de 1 mois seulement, soit par lettre recommandée, soit par huissier, selon les nécessités. Ce qui est très important. Comme nous l'avons dit, ce système, pour l'instant, a été adopté à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, mais il est fort à parier que dans la situation économique générale difficile et le manque de disponibilité de locaux d'habitation peu chers pour des jeunes, il est fort à parier que le gouvernement et les autorités de l'État renouvelleront et reconduiront ce système au-delà du 31 décembre 2013, surtout bien sûr si les premières opérations, des opérations se mettent en place et attirent l'attention des professionnels. Je vous en remercie. Et c'est le cas. Oui, c'est vrai, effectivement. Vous m'avez cité qu'il y avait 2 agréments qui venaient d'être obtenus. Merci. Question ? Oui, alors, ce que vous exposez est extrêmement intéressant, mais ça reste théorique. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez installé quelqu'un à l'intérieur d'un local, d'un logement, pour le faire partir, monsieur, c'est très très difficile, je vous le dis, en pratique, je le connais très bien. Nous avons quelques milliers de mètres immeubles, et même quand vous installez quelqu'un dans un logement de service, une fois que vous avez dit votre contrat est terminé, pour le mettre dehors, comment vous allez faire? Vous allez faire appel au service juridique, vous allez devant les tribunaux. Et bien, je vais vous dire, monsieur, ça dure 4 ans et vous n'arrivez pas à le mettre dehors. Une fois que vous avez le jugement, il faudrait l'indemniser et l'indemnité est très lourde, je vous dis, en connaissance des causes, dans les immeubles que nous avions loués à l'administration. Une fois que celui qui est installé dans le logement ne fait pas le travail et il ne veut pas partir, quand vous allez devant le tribunal, vous avez pour 3 ans. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que vous faites des grands immeubles de bureaux de haut niveau dans les beaux quartiers, comme nous en avons? C'est pas fait pour des logements. Il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de cuisine. Quand vous allez installer quelqu'un, vous allez transformer l'immeuble en logement, vous ne pouvez pas. Troisièmement, qu'est-ce qui vous empêche, lorsque vous avez installé quelqu'un dans un immeuble, qu'il n'invite pas ses amis et qu'il ne fasse pas des fêtes dans l'immeuble? Tout ça, c'est illusoire, monsieur. Je vous laisserai répondre pour la partie juridique. Vous êtes administrateur de biens, non? Nous sommes propriétaires des grandes immeubles et accessoirement, nous avons également une société administrateur. D'accord. Je vais pas. Bien sûr. Hein. Et en pratique, je sais ce qui se passe. Alors, je vais pas répéter puisque Maître Blondet c'est bien pour cette raison qu'il y a un article de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale. Autre point aujourd'hui, la question de savoir c'est possible, pas possible, c'est déjà possible en France, c'est signé, c'est fait. Elle est déjà en cours, monsieur, donc je réponds à votre question. On a déjà des immeubles de bureaux qui tournent, avec une entreprise qui est cotée au CAC 40, donc qui croit au principe, et qui le met en œuvre. Donc ça, c'est factuel. D'autre part, aujourd'hui, on gère environ en Europe. Voilà, 3500 immeubles. Donc après, en effet, on peut discuter, et c'est un échange intéressant, hein, vos remarques, on les note, mais moi, sur la partie opérationnelle, changer alors, il n'y a pas de changement de destination, monsieur Maître Blondet est très, très clair sur ce point-là. Mais rendre un immeuble de bureau habitable, on le fait actuellement, allez, une demi-journée, une journée. Donc voilà, puisque le mode de vie en fait est en cours pour la plupart des personnes. Donc techniquement, ça présente aucun souci. Même il n'y en aurait un. Chaque immeuble est soumis à aujourd'hui, on a reçu plusieurs agréments préfectoraux. Pardon. Donc cette question-là, si vous voulez, elle est visée par les services de l'État directement, qui donnent son approbation. Non, on intervient sur. On le fait aujourd'hui. On le fait en France, monsieur. On le fait en France. Donc voilà. Voilà. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion ensuite également d'interroger. C'est bien pour cette raison qu'on a invité certains de nos résidents temporaires qui seront ravis de vous démontrer, de vous expliquer a priori qu'ils n'ont pas d'intérêt à créer l'histoire. Hein. C'est quand même la majorité des gens. Hein.
Non, Non. Non, le principe, le principe est le suivant. Il est simple. Il est en fait du bon sens, mais inscrit dans la loi. Continue sur site. Donc plutôt que de laisser vide un immeuble, parce que c'est ça l'enjeu en réalité, hein, on y installe du monde qui, par simple présence, en y rentrant, en y sortant, va avoir un effet dissuasif d'une part sur les intrusions et deuxièmement sur les dégradations naturelles. Voilà, donc on sait tous, moi j'en visite plein des immeubles, si vous voyez le nombre d'immeubles que je vois qui sont ou vandalisés ou dans un état déplorable juste parce qu'ils sont vides depuis 2 ans et parce que ça n'a pas été chauffé et que la chaudière a pété avec les canalisations. Voilà, moi je vous parle de choses concrètes, hein, je les vois ces choses-là. Et sur lesquelles quand vous changez une chaudière, c'est 40 ou 50 000 euros. Voilà de quoi on parle. Par exemple. Voilà. Donc rien que d'avoir une simple présence dedans, continue, fait que ça chauffe, il y a de la lumière, voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on met en œuvre, partout et en collaboration directe avec les pouvoirs publics, comme on vous l'a montré par l'image en Hollande et y compris en France. Y compris en France, c'est déjà le cas. Hein. Voilà. C'est pas une vue de l'esprit, c'est ça que je veux dire. Écoutez, on a mis à disposition on vous a mis à disposition une revue de presse. Je vous invite à la lire. Dedans, vous avez des exemples, des cas concrets de gens de la profession, voilà, dans le domaine de l'immobilier. Je viens moi-même de l'immobilier. Je vous laisserai le vérifier. Dans ces cas-là, on sera ravis d'échanger avec vous en détail. Et si vous avez des immeubles vides, moi par contre, je serais ravi d'aller les visiter et de vous proposer une solution sur mesure. Vraiment. Je vais vous laisser répondre. oui, effectivement, en tant qu'avocat, je sais ce que dure une procédure juridique. Mais justement, le but est d'abord de sélectionner soigneusement les résidents temporaires qui sont mis dans les lieux. Comme on l'a dit, on les choisit, ils sont choisis avec des garanties, avec un background, comme diraient les anglo-saxons, avec un contexte familial, avec un état d'esprit. Il est évident que si l'on met des gens de mauvaise foi dans les lieux et qui saisiront l'occasion pour effectivement refuser de partir, faire de la procédure, etc. à la sortie, il est évident que le système rencontrerait des difficultés. Il est évident également qu'à partir du moment où le Parlement, par cet article 101, a mis en place un système dérogatoire prévoyant un préavis bref et soulignant bien que le résident temporaire n'acquiert aucun droit à maintien dans les lieux, il est évident également que les autorités de l'État, d'une part, et les juges de référé et autres auront et seront invités à intervenir très rapidement si jamais effectivement il y avait des difficultés. Mais la vraie sécurité réside dans la sélection et le choix des résidents temporaires à l'origine par Camelot. Autre chose, ça a été indiqué, je crois, dans le petit film tout à l'heure, le principe est qu'à partir du moment où plusieurs immeubles sont en gestion, et que l'un d'entre eux, effectivement, se trouve réaffecté par son propriétaire en démolition, en relocation, en vente, peu importe. Et donc il faut déplacer, il faut faire partir les résidents qui l'occupent. À partir du moment où la société a en gestion d'autres immeubles, il est facile de proposer aux résidents temporaires qui ne voudraient pas repartir naturellement de leur côté, vivre leur propre vie, mais qui souhaiteraient continuer à bénéficier du système, il est très facile de les déplacer d'un immeuble vers l'autre et donc d'assurer ainsi leur relocation toujours dans ce système. Bien sûr, c'est un équilibre de bonne foi, c'est un équilibre adossé donc au texte législatif en place. À ma connaissance, la dernière fois qu'il y a eu une difficulté de ce genre, je crois que c'était à peu près il y a 3 ans en Angleterre, eh bien, Camelot a trouvé une solution intelligente pour qu'effectivement le résident récalcitrant parte. Bon. Je ne dis pas qu'on envoie des Yougoslaves, je ne sais pas, mais il y a des solutions multiples quand même de trouver une solution intelligente. Surtout qu'en général, dans ces cas-là, ce sont des gens qui cherchent une petite indemnité ou une solution de replacement. Et comme on vient de le dire, la solution de replacement, à partir du moment où il y a plusieurs immeubles en gestion, c'est facile à faire. Les questions sont celles qui ont été posées par monsieur. Donc les réponses que vous avez apportées sont partiellement satisfaisantes, évidemment. Il y a un pari, c'est évident. De toute façon,
malheureusement, on ne peut pas comparer la situation française. Le pouvoir public de prendre une décision radicale. La difficulté. Donc, je comprends qu'il y a une position particulière sur cette situation qui existe. Enfin, la disposition. Le préfet décide de ne pas appliquer la décision de justice, elle ne sera pas appliquée. Donc c'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude qui demeure. Comment ils répondent? J'ai bien entendu la qualité de la sélection des candidats. J'imagine que c'est un élément partiellement rassurant, mais qu'elle mérite effectivement d'être un plus. La deuxième chose que je dis, l'idéal eût été peut-être sur un sujet qu'une association type droit au logement ou une autre engage la prenante auprès d'un immeuble par exemple, elle y appose sa signature et par là même elle s'engage à ne pas contredire une décision d'application de justice par exemple. Mais voilà, enfin je trouve que l'intérêt il est réel parce qu'il faut être positif sur la sécurité de l'immeuble. C'est une évidence. On prend aussi la dimension politique. Par ailleurs, d'autres enjeux peut y trouver aussi son intérêt. Les interrogations, effectivement, j'ai plus d'inquiétude sur l'application par le préfet d'une décision de justice. Mais voilà, je crois que c'est au cas par cas qu'il faut le regarder. Et puis l'autre question que je voulais poser, mais que vous avez posée, monsieur, c'est effectivement le coût, les exigences de normes d'habitabilité dans un immeuble qui risquerait de s'imposer par la voie judiciaire aux locataires en place, au profit du locataire en place, provisoire ou pas. Alors, deux éléments de réponse. Vous parliez effectivement de l'intervention de la préfecture en cas de mesures d'expulsion qui passeraient par les autorités. Il ne faut pas oublier que le projet de mise en protection par résident temporaire fait préalablement l'objet d'une autorisation de la préfecture locale. Donc on voit, bien sûr ça peut arriver, mais on voit assez mal comment le préfet local qui aura autorisé l'opération de la résidence temporaire en ayant vérifié lui-même les textes, l'application, le code de caractère dérogatoire, effectivement, par rapport à la loi de 89 des dispositions de l'article 101, on voit mal ce même préfet ensuite se contredire en quelque sorte en n'intervenant pas si besoin s'y était. Bon. Mais ça, c'est effectivement, j'allais dire, le rôle de Camelot de gérer ces résidents temporaires et de s'assurer effectivement, d'une façon ou d'une autre, qu'ils quittent les lieux le moment venu. Là-dessus, juste la deuxième question, sur les coûts d'aménagement, et là je sors un peu de mon rôle d'avocat, mais enfin quelques notions. De quoi s'agit-il? D'installer une douche, des toilettes en général, quelle que soit l'activité, il y en a déjà. Donc éventuellement d'installer quelques douches, d'installer un coin cuisine, de façon à ce que la demi-douzaine ou la dizaine ou la quinzaine de résidents temporaires puissent effectivement faire leur tambouille. Ça ne va pas chercher très loin. Comme je le disais tout à l'heure aussi, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas données en accès aux résidents temporaires se trouvent fermées. Alors il faut poser un certain nombre de verrous, de cadenas, etc., de façon à ce que les zones accessibles soient clairement identifiées. Mais ça ne va pas chercher très très loin, je ne pense pas. Juste un point aussi, parce que nous, notre vraie contrainte, c'est pas de trouver des bâtiments vacants. Il y en a plein, il y en a plus de 3 millions de mètres carrés, rien que sur le marché des bureaux en Ile-de-France. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de conserver nos résidents temporaires le plus longtemps possible. Comment? En leur proposant chaque fois des lieux atypiques, spacieux, à un coût dérisoire. Donc c'est ça notre vrai enjeu. Très concrètement, quand quelqu'un paye 200 € par mois, aujourd'hui je propose un loft de 350 mètres carrés pour 195 € par mois, pour une personne seule. La probabilité que cette personne crée des histoires en disant je pars pas, etc., etc., elle est prouvée de manière factuelle comme extrêmement faible dans tous les pays où on est présent, où d'ailleurs on n'a pas forcément le dispositif qui est aujourd'hui en place en France, pour votre information. On ne l'a pas aujourd'hui, on ne l'a pas, et très clairement, nous, notre seule contrainte opérationnelle, c'est-à-dire quand un immeuble s'arrête, où est-ce qu'on va transférer les gens. Voilà. Et dans notre mode d'organisation, en fait, on conserve toujours un minimum de places vides. Aujourd'hui, nous, par exemple, sur les agréments qu'on a obtenus de plusieurs préfets,
on a par exemple un nombre de places qui est attribué en disant c'est 10 personnes, 15, voilà, l'idée étant évidemment de ne pas surpeupler les lieux, c'est ni dans l'intérêt du propriétaire ni dans le nôtre. Nous par exemple sur 10 places aujourd'hui, on va installer 7 personnes et on va laisser 3 places vides. Pareil, sur 15, on en laisse toujours un bon tiers. L'idée c'est quoi? C'est que si un immeuble s'arrête, on peut transférer, on a toujours de la place de disponible. Également, je vous laisserai interroger nos résidents temporaires. Chacun garantisse, bien entendu, d'engagement de relogement par la famille ou un proche. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui partout ailleurs. Et pour rappel, je suis un peu désolé, mais nous aujourd'hui, on gère 10 000 personnes partout en Europe, inclus la France. Voilà, alors, je vais faire un petit peu une pichenette, voilà, mais j'ai ces échanges-là, moi, au quotidien, tous les jours. Il n'y a pas un jour sans que je réponde à ces questions-là. Et notamment avec un de nos clients. Et on a eu cette discussion-là pendant une semaine, enfin 2 semaines même, de négociation. Et à la fin, j'aurais dit, écoutez, on peut parler du 1% de choses négatives ou du 1% de risque, mais là, on oublie les 99% d'avantages. Donc cette part de risque-là, moi, je veux bien en parler et dire, oui, il y a toujours un risque, hein, le 100% il n'existe pas. Mais par contre, quand l'immeuble il est vide, est totalement vide, je pense que votre risque il est beaucoup plus élevé qu'en y mettant des résidents temporaires qui reposent sur un article dispositif 101, enfin, etc. et qui est par ailleurs largement approuvé par un certain nombre d'assureurs. Voilà. Et vous imaginez bien que ces gens-là, pour qu'ils approuvent le principe, ils ne le font pas par hasard. Hein, voilà. Voilà. On va peut-être... voilà. Ok, moi j'avais juste une petite question d'ordre financière. Financièrement parlant, comment peut-on comparer par exemple si on prend un immeuble vide et on met le coût d'un agent de sécurité en gros 24-24, ça revient à peu près à 170-180 000 euros par an, hein, avec les jours de nuit, les jours fériés, etc. Donc pour un propriétaire, financièrement, si on prend je sais pas, un immeuble de bureau X, et qu'on fasse la comparaison, comment vous vous situez par rapport, disons, à la somme que je viens d'annoncer, qui est en fait une somme réelle, hein. Assez simplement. Alors, charge inclus, aménagement inclus, enfin tout inclus en annuel, en moyenne, il faut compter 20 000 euros par an. En coût pour le propriétaire. Voilà. Alors, ça peut être moins, hein, parfois c'est moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Une petite précision concernant les problèmes éventuels d'éviction des locataires. Vous avez parlé d'assurance. Imaginez même que le locataire ne peut pas partir. Par exemple, il est un nombre qui prend la responsabilité en cas de problème de ce type? Est-ce que c'est le propriétaire qui paye le coût d'immobilisation du local? Est-ce que c'est l'assurance ou est-ce que c'est Camelot? Est-ce qu'il y a grosso modo une clause d'indemnité en cas d'impossibilité pour Camelot de rendre le bien à la date décidée? D'accord. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup. Mais elle est tout à fait légitime. Hein, voilà. Alors, le cas aujourd'hui, on l'a aujourd'hui jamais eu. Hein, voilà. En fait, on l'a jamais eu. Mais bon, on suppose, on va extrapoler, voilà, que les gens partent pas, etc. Vous avez donc ce dispositif qu'on vous a présenté, des contrats qui nous ont signés, qui sont bien précis. Aujourd'hui, nous, on est un prestataire de service. Donc, au même titre qu'une entreprise de sécurité ou autre, on a une obligation de moyens. Donc, le résultat à nous garantit sur le fait d'une indemnité prévisible, je ne sais pas, de 40 millions d'euros sur un immeuble. Bah, écoutez, au coût qu'on vous propose à 20 000 euros par an, vous ne l'aurez pas, très clairement. Voilà. Maintenant, quand vous prenez un bailleur, une entreprise, moi j'ai déjà vu le cas, je le connais, un immobilier d'entreprise qui ne part pas,
Bon, ça arrive aussi, un peu comme un locataire. Voilà, ça peut arriver aussi. Là aujourd'hui, vous serez face à des gens qui non seulement ne sont pas locataires, mais qui en plus ils viennent pour cette raison-là. Voilà. Donc voilà. Donc après, moi, je vais pas vous dire que vous parlez de zéro risque, ça n'existe nulle part, personne ne peut s'en prévaloir. Voilà. Mais honnêtement, on parle du 0,05% de risque potentiel. Mais ce qui est légitime et voilà que je comprends tout à fait comme question. Est-ce que ça répond clairement ou... Pour les expulsions de personnes, là, en fait, l'assurance, je vais vous dire où elle intervient. Elle intervient en fait quand il n'y a rien. Parce que la PNO sur un immeuble qui est totalement vide, mais là je laisserai Romain Malbos intervenir. Là ils interviennent en fait même par anticipation. Je pense que je vous apprends rien de ce côté-là. Par contre, nous aujourd'hui, ce qui est prouvé, on a le cas, y compris sur la France, d'un assureur qui dit bah, écoutez, si vous passez par Camelot Property, votre PNO, au lieu de vous la doubler, vous la tripler quand votre bâtiment devient vide, bah, je vous la fais payer de moitié. Mais passez exclusivement par Camelot Property. Et aujourd'hui, il y a un assureur en France qui a dit j'appuie le principe et qui l'a signé. Le produit, entre guillemets, le produit existe. Donc c'est quand même pas neutre. Hein. Vous avez quelqu'un sur le marché qui est assureur et qui part nécessairement une aversion au risque, hein, en réalité, bah, qui dit en effet, plutôt que de laisser vide avec tous les risques inhérents, et ça me fait une parfaite introduction pour Romain Malbos, j'appuie le principe. Une dernière question, je vais prendre. Oui, une petite question matérielle. Oui. Pour les résidents en place, est-ce qu'ils ont dans le contrat une obligation de gardiennage? Vous avez expliqué qu'il y avait des parties qui étaient condamnées. Est-ce que ça veut dire que les résidents ont pour mission quand même de faire des rondes, un peu comme le fait un gardien assermenté, une société de gardiennage ou pas? Et autre question, c'est des gens qui ont une vie professionnelle, donc j'imagine qu'ils ne sont pas là en permanence. En effet. Et comment vous organisez les choses de façon à ce qu'on ait le service qu'apporte une société de gardiennage qui est là un peu en permanence? Je vais y répondre rapidement et puis je proposerai dans ces cas-là à la fin de revenir sur ces questions-là. Premièrement, c'est pas des gardiens, ni des vigiles, ni rien du tout. C'est leur simple présence, le fait d'y vivre, qui a un effet dissuasif. Voilà. Par contre, ils doivent nous prévenir si jamais... alors, même intrusion, en fait, en réalité, il n'y a pas d'intrusion parce que à un moment donné, quelqu'un qui passe dans la rue, qui veut rentrer dans un immeuble, il voit de la lumière, une voiture devant, lui, il ne sait pas que c'est un résident temporaire dedans, il voit qu'il y a du monde et puis il se dit, je vais aller faire mon marché ailleurs, entre guillemets, c'est pas ce qui manque. Donc voilà. Deuxième point que j'ai oublié. Oui, donc aucune obligation de gardiennage en tant que telle, voilà, si ce n'est de prévenir. Voilà. Non, mais il y avait un autre point que vous m'aviez mentionné, je l'ai oublié. Ah oui, alors c'est là où le concept est particulièrement intelligent, c'est qu'en fait, à partir de 5 jusqu'à 15 personnes, nous on veut optimiser derrière et rationaliser la sélection des personnes qui vont occuper les lieux. Voilà, donc suivant le type de profession, vous avez des gens qui vont occuper plus ou moins les lieux. On a par exemple, nous, un accord avec les pompiers de la ville de Londres. Voilà. On a un accord aussi, alors en Hollande, en Belgique, même en Allemagne, on l'a fait, et en France, j'essaie de le faire, avec des écoles d'infirmières ou d'infirmiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont en horaire décalé. Entre tard la nuit, ou ils travaillent la journée, parfois, enfin, et ça contribue à optimiser l'occupation du site. Voilà, alors, on n'est pas à 100%, mais un petit peu comme quand vous êtes là, finalement, vous n'êtes pas chez vous, c'est vide. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a quelqu'un qui rentre systématiquement. Mais, cependant, ça contribue à le faire vivre, il y a des entrées, des sorties. Voilà tout le principe, hein, c'est plutôt du bon sens en fait. Oui. Oui, sur la partie de locaux fermés, nous, notre métier, c'est d'être gestionnaire de bâtiments vacants. Hein. On n'est pas une agence immobilière en tant que telle, c'est un peu une part de notre métier, mais nous, on est plus proche de ce qu'on appelle du facility management que d'un autre métier. Donc nous, après, on va contrôler le bien régulièrement une fois par mois, en totalité, éditer un rapport, éventuellement faire les réparations, la maintenance, en tous les cas coordonner les prestataires si nécessaire, et contrôler aussi que les lieux, lorsqu'ils sont occupés, ils sont occupés de manière, on va dire, convenable. Voilà. Donc nous, on n'a pas de lien de subordination en fait avec les personnes qui vivent dans les lieux, mais tout le principe, c'est de s'assurer que tout se passe bien. Mais ça, dans ces cas-là, je vous laisserai poser des questions directement aux résidents temporaires qui sont présents. Hein. Juste après Romain, que je vais inviter à notre table. Une finale question?
Oui, je voudrais revenir sur votre réponse un peu péremptoire là, sur la réponse financière en fait. Vous avez dit 20 000 euros par an en fait Ouais. pour un propriétaire. Mmh. Vous aviez évoqué là au tout début un Mmh. chiffre là, 500 euros par mètre carré par mois. Non. 500 euros par mois par bâtiment. Par bâtiment. D'accord. À Donc en partir, fait, hein. À partir de 500 euros par mois et par bâtiment. Ouais. d'accord, pour le propriétaire. Oui. D'accord. Donc les 20 000 euros, bon, sur quelle hypothèse de travail vous calculez les 20 000 euros? Sur quelle surface? Ouais. Bon, parce que vous parlez d'optimisation dans le temps, Mhm. mais en surface par rapport à... Bon, est-ce que vous calculez aussi donc une optimisation d'occupation par rapport au volume? Alors, c'est pas le principe. Nous, on va avoir un coût fixe de gestion mensuel à partir de 500 euros. La fourchette, je vais la dire comme ça, c'est net, c'est entre 500 et 2000 euros, voire 3000 euros sur les très grands bâtiments. Mais en moyenne, on tourne entre 500 et 1000 euros par mois. Les charges eau, électricité, les fuites sont à la charge du propriétaire. Donc c'est pour ça que le montant va augmentant. Les aménagements aussi, les petits aménagements. Cuisine, c'est très rare, puisque dans un immeuble de bureau, généralement, vous avez des cuisines. Ou en tous les cas une kitchenette qui fera office de cuisine derrière. Et en fait, ça va généralement avoir trait au niveau des douches. Voilà. Et c'est quand on inclut cette enveloppe entre guillemets d'investissement et de frais récurrents, on tourne à 20 000 euros par an. Voilà, voilà l'ordre de grandeur. Et parfois moins. Hein. Voilà. Au plus, ça va être 30 000.